sono i soldi? 3 miliardi lì, un altro miliardo di finanziamenti diretti e indiretti ai giornali, agli editori, per farci prendere per il culo da 20 anni. Se li pagano loro i giornali, non noi con le nostre tasse. Et voilà, Beppe Grillo, lors de son Tsunami Tour, hein, c'est comme ça qu'il l'a appelé. On est le 10 février 2013 à Bolzano. On est juste avant les élections générales du 24 et 25 février 2013 qui ont vu le mouvement 5 étoiles arriver en 3e position à ce moment-là. Et alors, ce qui est étonnant avec Beppe Grillo, Giuliano da Empoli, c'est que on est vraiment en présence d'un tribun de la plèbe. C'est vraiment celui qui, par le verbe vigoureux, par les éclats de rire, par la vulgarité aussi parfois, prétend parler ou fédérer le maximum de gens et surtout se mettre à leur niveau. On est vraiment du côté du pays réel contre ces filous du pays légal qui nous dérobent le savoir, l'argent, la puissance, etc. Et pourtant, on découvre, à vous lire, dans ce livre que je suis heureux de montrer, que je vais remontrer, Les ingénieurs du chaos chez Lattès, on découvre que ce phénoménal Grillo est en réalité un phénomène quasiment informatique. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? On peut dire qu'il est une façade. Giuliano da Empoli est un écrivain et politologue italien, président du think tank Volta. Et il a notamment été conseiller de l'ancien président du Conseil, Matteo Renzi. Le mouvement 5 étoiles, en réalité, en Italie, a 2 pères. Un père est justement Beppe Grillo, mais l'autre est un ingénieur informatique, expert de marketing digital, qui comprend au début des années 2000 que Internet va transformer la façon de faire de la politique. Et il comprend aussi qu'on ne peut pas faire simplement un parti Internet, un parti pirate. Un parti pirate comme il y a en ligne parfois. Voilà. Ça. Et donc il va chez Beppe Grillo et il lui dit... L'entrevue a eu lieu, hein? Oui, 2004. Oui. Il y a même une date. Ils se rencontrent à Livourne, ville historique d'ailleurs de la gauche italienne où a été créé le Parti communiste italien. Et à laquelle Beppe Grillo prétend lui-même s'adresser. D'une certaine façon. D'une certaine façon aussi. Du moins au début. Et donc, il va le voir et il lui dit continue à faire tes shows, hein, moi je serai derrière et on va faire un blog. Et ce sera lui, Casaleggio, depuis un bureau de Milan, qui va en réalité écrire le blog de Beppe Grillo, qui deviendra un des plus populaires, non seulement en Italie, mais Donc le blog de Beppe Grillo a été écrit par Casaleggio. Tout à fait. Et qu'il a écrit selon quels critères, de quelle manière, quelle était l'intention derrière ça? C'est déjà une sorte d'algorithme embryonal, c'est-à-dire il réagit à ce qu'il reçoit. Chaque jour, il reçoit des mails, il a des réactions de la part des usagers du blog et il relance ce qui marche. Donc, il élimine ce qui ne marche pas et il relance ce qui marche pour multiplier l'engagement. Et l'enjeu, c'est de multiplier l'engagement ou de repérer les sujets de mécontentement qu'il faudrait flatter dans la population? Quel est le but au départ? Le but, c'est justement de repérer ces sujets, mais pour multiplier l'engagement, parce que le but de ces nouveaux personnages politiques, c'est justement surtout celui d'engager par tous les arguments possibles leurs supporters et d'autres gens. Toute critique d'une position tribunicienne comme celle de Beppe Grillo, d'un discours vigoureux, parfois qu'on peut soupçonner de populisme ou de démagogie, est une critique étayée par de la philosophie politique, par une longue histoire politique, et on a le sentiment, quand on le regarde, qu'il s'inscrit dans le sillage de cette tradition-là. Est-ce que les outils d'histoire des idées, de compréhension des phénomènes, Raymond Aron, pour le dire simplement, c'est-à-dire ce genre d'outils que la raison peut produire pour lutter contre la démagogie, est-ce que ces outils-là ne sont pas impuissants devant un phénomène qui n'est pas tant l'expression de la démagogie que l'expression d'une algorithmique démagogique? Disons qu'ils ont besoin d'être augmentés eux aussi. C'est-à-dire, il y a évidemment tout un côté classique dans un mouvement comme celui de Beppe Grillo qui se base quand même sur une colère, sur une rage qui a toujours alimenté parce qu'il y a un socle qui est là. C'est le même socle que celui qui alimente les populismes depuis une éternité. Donc, Exactement. Donc le socle est là et la dynamique est la même, sauf que en addition, par rapport à ça, il y a l'algorithme. Et justement, donc, il y a une machine et il y a une logique.
qui simplement vise à importer en politique la logique de YouTube ou de Facebook, c'est-à-dire comment marchent ces machines, elles ne marchent qu'à l'engagement. On va donner au like. Voilà, au like, peu importe le contenu. Ce suffrage minimal qu'on appelle le like. Exactement. Donc, peu importe le contenu, peu importe la cohérence, l'important c'est d'avoir un profil de chacun des usagers et de multiplier son engagement. Est-ce que l'algorithme, c'est la mort des idéologies? Ou est-ce que c'est la résurrection des idéologies? C'est une Vous voyez ce que très je veux bonne dire? question. Est-ce que c'est la mort des idéologies parce qu'elles seraient solubles? En somme, s'il ne reste de l'idéologie que ça, oui. On n'est plus dans l'idéologie, mais si grâce à ça, l'idéologie ressuscite... Mais c'est en soi une idéologie, à mon avis. L'algorithme est en soi une idéologie? L'algorithme, d'une certaine façon, appliqué à la politique, est une idéologie. Inévitablement? Pas inévitablement, mais quand c'est poussé aussi loin, Casaleggio disait « je ne m'occupe pas de politique, je m'occupe d'opinion publique ouais. ». Donc pour moi, je ne dois pas avoir d'opinion. Le mouvement 5 étoiles ne doit pas avoir d'opinion. Ça va être simplement ce qu'on va récolter en ligne qui va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse et les positions qu'il faut qu'on soutienne. Donc, en somme, l'enjeu, c'est d'obtenir ou de déduire du maximum de suffrages la position la plus souhaitable, la plus rentable. Voilà, exactement. Donc, de se positionner et d'ailleurs de changer de position aussi fréquemment que nécessaire. C'est ce que le mouvement 5 étoiles a fait en changeant de position sur des thèmes sur lesquels un parti traditionnel n'aurait jamais pu le faire. Les atermoiements, par exemple, il y a en France de Marine Le Pen sur la question européenne. Faut sortir de l'Europe, et puis quand la question se précise, on verra bien, sentant que son électorat hésite à la suivre là-dessus, elle-même hésite, elle revient. Les palinodies de Marine Le Pen sur l'Europe qui donnaient le sentiment d'une grosse faiblesse idéologique et d'une véritable absence de travail, aurait-elle été plus digeste aux yeux de l'opinion publique si un algorithme l'avait averti du fait que sa position n'était pas populaire ? Ben, écoutez, ça a toujours fait partie de la politique d'une certaine façon, oui. cette tentative de sentir l'opinion et de lui courir après. Oui. Mais aujourd'hui, on peut le faire de façon beaucoup plus sophistiquée et surtout, et c'est ça qui est important, Michel Foucault disait la foule a été abolie au profit d'une collection d'individus séparés. Aujourd'hui, c'est vrai en politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme politique et le mouvement, de plus en plus, ne s'adressent plus à la foule indistincte, mais ils peuvent cibler des groupes et même des individus de façon de plus en plus précise. Et donc, ils vont pouvoir, vu que l'engagement est le seul objectif, ils vont pouvoir trouver un argument pour engager de façon très efficace un groupe, et puis utiliser un argument qui pourrait même être l'argument contraire par rapport à un autre. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a plus de contradiction dans ces cas-là? Il s'agit juste de flatter tous ceux qu'on a sous les yeux. Ça n'a plus d'importance, ou ça en a beaucoup moins. Avant, dans la vieille politique, si vous vouliez récolter une majorité, vous deviez d'une certaine façon donner un message... Le maximum de gages au maximum de gens, voilà, mais bon... qui irait vers le centre, par rapport auquel le maximum de gens seraient plus ou moins d'accord. Aujourd'hui, ces nouveaux entrepreneurs politiques, ils ont une stratégie différente qui est celle de surexciter des groupes, même extrêmes, et puis de les additionner. Donc ça veut dire que la forme de l'outil produit des discours, enfin, ou des idéologies, ou réactive des idéologies plus radicales. La possibilité par l'algorithme de s'adresser aux individus ou à des groupes plus étroits produit des discours plus radicaux que le discours consensuel centriste destiné à déplaire au minimum de gens. Tout à fait, mais parce qu'on sait que ce qui génère le plus d'engagement, ce sont justement très souvent des contenus plus radicaux. Donc, les plateformes, ainsi que ces nouveaux mouvements, qu'est-ce qu'elles font? Elles analysent évidemment votre réponse, vos likes et tout ça, mais elles vous redonnent ce que vous voulez, mais elles essayent, les plateformes, c'est prouvé pour YouTube par exemple, de vous porter vers des contenus qu'ils appellent des attracteurs et qu'ils savent
c'est prouvé qu'il génère plus d'engagement. Et en général, ces attracteurs, c'est des contenus très controversés, plutôt radicaux. Ou complotistes. Complotistes, des fake news. C'est un peu le phénomène qu'on a observé par rapport à des usagers normaux. Il y a un chercheur italien qui s'appelle Walter Quattrociocchi qui a analysé des centaines de millions de posts Twitter, Facebook, etc. et qui a vu qu'à chaque coup, les discours ont tendance à se radicaliser. À se durcir. Hein. À se durcir. C'est la dynamique même qui se produit dans ce Donc l'outil en lui-même est propice au durcissement du discours. Bonjour Aurélie Jean. Bonjour Raphaël. Aurélie Jean est docteur en sciences et informaticienne. Vous êtes l'auteur de l'autre côté de la machine, le voyage d'une scientifique au pays des algorithmes. C'est aux éditions de l'Observatoire. Aurélie Jean, depuis tout à l'heure, on est parti bille en tête sur la question de Beppe Grillo, du populisme, de la question de savoir si le populisme nouveau trouvait sa source dans un outil, ou était né de l'outil lui-même. Mais on a peut-être oublié de décrire l'outil lui-même. C'est-à-dire qu'on parle des algorithmes comme si on savait ce que c'était. L'honnêteté commande de dire que j'en sais rien, en fait. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, oui. Vous posez cette question comme ça, mais c'est une question, je pense que après, derrière moi, beaucoup se la posent. Bien sûr. Donc en fait, un algorithme, c'est un ensemble d'opérations à exécuter selon une certaine séquence, une certaine logique, parfois avec une certaine hiérarchie. C'est-à-dire que des opérations ne vont s'exécuter que si certaines satisfont certaines conditions. Et cet algorithme est fait pour répondre à une question, résoudre un problème. Et même si aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithme, on sous-entend, on suppose l'algorithme numérique, c'est-à-dire que l'algorithme qui va être destiné, celui dont vous parlez, qui est destiné à être implémenté dans un code informatique pour tourner sur un ordinateur, en fait, l'algorithme est bien plus ancien, puisqu'en fait, le mot lui-même date du 9e siècle de notre ère, mais en fait, le concept même date bien avant, à l'époque d'Euclide, et des éléments des cours de logique pour démontrer des théorèmes et résoudre des problèmes. Mais pourquoi c'est si utile? Alors, pourquoi l'outil est-il si utile? Alors, les algorithmes sont très utiles pour plein de raisons. Déjà parce que souvent, ils nous permettent en fait de résoudre des problèmes qu'on ne peut pas résoudre à la main, dans le cadre des algorithmes numériques spécialement. Et puis parfois, ils nous permettent tout simplement, même à la main, de résoudre des problèmes plus rapidement. Par exemple... On est là, oui. À la main, justement. On a préparé ça à dessin. De quoi s'agit-il, là, en 2 secondes, pour que les gens comprennent? Bien sûr. Alors là, ce que j'ai fait, c'est un petit exemple ici. Donc là, vous avez l'alphabet. Et donc, à partir de là, j'ai proposé un problème assez rigolo. C'est d'avoir un algorithme à la main qui va permettre, en fait, de définir toutes les anagrammes d'un mot. Donc, prenons le mot, par exemple, philo. Oui. D'accord? Si je vous demande de me trouver toutes les anagrammes, vous allez les trouver, j'en suis persuadée. Mais essayons d'être rapide, d'accord? Donc pour ça, on va considérer non pas le mot philo avec un ensemble de lettres comme on a l'habitude de le définir, on va au contraire ici renverser notre conception du mot pour lui associer non pas un ensemble de lettres, une séquence de lettres, mais des chiffres, tout à fait. C'est-à-dire qu'à chaque lettre correspond son rang, son ordre en fait dans l'alphabet. Donc P, ça va correspondre à 16, H va correspondre à 8, I va correspondre à 9, L à 12, et O correspond à 15. D'accord. Cela étant fait, on a une liste de nombres pour ce mot. À cette liste de nombres, on va associer 2 autres choses différentes, qui vont être d'une part la somme, ce qu'on appelle donc sigma, la somme qui va être la somme de toutes les... 16 plus 8 plus 9 plus 12 plus 15, d'accord, bon. Hop, hop, hop. Et puis on va considérer le produit. 16 fois 8, fois 9 fois 12 fois 15. C'est-à-dire que le mot au final, qui était un ensemble de lettres, on va le définir par une liste de nombres, sa somme et son produit. Ensuite, au lieu de ranger le mot de faire un dictionnaire à partir des lettres, on va faire un dictionnaire à partir du produit, puis de la somme, du produit, puis de la somme, puis... Ce qui permet de trouver plus facilement les anagrammes. Exactement. Et pourquoi j'ai utilisé la somme et le produit et pas seulement la somme? C'est qu'il y a des choses toutes simples. C'est par exemple, si je vous prends le mot CD, un CD, et le mot en anglais bad, oui. En fait, ces 2 mots, on l'a. Donc le C, rappelez-vous, donc c'est 3, D, c'est 4, B, c'est 2, 1 et 4. Ces mots ont la même somme, mais n'ont pas le même produit. Donc c'est une manière en fait de différencier les mots et d'éviter en fait les faux anagrammes. Alors, restons sur les anagrammes un instant. Mon camarade Jacques Perry-Salco, qui est un anagrammateur de génie, explique que lui, il fait les anagrammes donc crayon à papier, il sait pas compter, enfin il sait pas compter, il compte comme moi, il est pas mathématicien. Mais il a son crayon, il écrit un mot et puis il regarde le mot, il s'endort presque dessus et soudain un autre mot lui apparaît. Donc on est vraiment en méthode globale, c'est pas du tout méthode analytique. Sauf qu'avec sa méthode, c'est lui qui a trouvé le Front National, anagramme, l'entonnoir fatal.
Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Un algorithme peut aisément, j'imagine, mettre la main sur ces anagrammes. Albert Einstein, rien n'est établi. Rien n'est établi, ouais. Il peut aisément mettre la main sur ces anagrammes, mais aucun algorithme n'est en mesure de la choisir. C'est en cela qu'on peut parler d'une neutralité algorithmique, parce que tout à l'heure, en discutant avec Giuliano, on se disait que l'outil qu'on employait pour communiquer altérait le contenu même de ce qu'on avait à dire. On peut se dire que là, les algorithmes altèrent en eux-mêmes ou sont propices en eux-mêmes à des idéologies plus dures, plus radicales. Est-ce que cette thèse-là n'entre pas en contradiction avec le sentiment que là, l'algorithme est neutre? En effet, c'est... De quel côté vous situez entre les deux, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire qu'un algorithme est juste pour la simple bonne raison, c'est que les mathématiques sont impartiales. Sauf qu'en réalité, c'est un humain qui décide de faire cet algorithme et que dans cet algorithme va être imprégné ses avis, ce qu'il veut faire inconsciemment ou pas, d'ailleurs, parce qu'on a nos propres biais cognitifs qu'on a tendance à introduire dans les algorithmes, ou parfois consciemment, c'est le cas en fait de ce qu'on fait lorsqu'on souhaite utiliser des algorithmes pour manipuler l'opinion. Donc en fait, c'est plus subtil que ça. Il y a des biais inconscients, donc inconscients, et puis il y a des choses qu'on met consciemment dans l'algorithme pour qu'il tende vers une certaine réponse plutôt qu'une autre. À l'appui de ce que vous dites, on peut dire, voilà, l'algorithme est neutre, et l'humain derrière, lui, il a des idées, il a des intentions, il a un outil, il s'en sert, et il fait ce qu'il veut avec, ou il fait ce qu'il peut avec. Alors, l'algorithme n'est pas neutre. L'algorithmique est neutre. Mais l'algorithme lui-même, vu qu'il a été conçu par un humain, c'est ça, n'est pas neutre. Voilà. L'algorithmique est neutre, l'humain ne l'est pas. Est-ce que la neutralité même de l'humain, question à Giuliano, n'est pas compromise par le fait même de l'outil? Est-ce qu'on se conduit toujours de la même manière quand on a des outils géniaux comme ça? Est-ce qu'en ce sens-là, on ne peut pas dire que l'algorithmique n'est pas neutre? À mon avis, mais je ne suis pas philosophe comme vous, l'algorithmique n'est pas neutre simplement parce qu'elle part quand même du présupposé que tout est traduisible en chiffres. Et ça, il y a déjà derrière ça une... Je crois que ça crée une torsion. Donc, je ne suis pas contre les algorithmes, mais je pense que le langage algorithmique, effectivement, est un langage qui pousse à la quantification, qui est basé sur la quantification et qui donc a en soi-même une tendance à, disons, ne pas tenir compte d'autres aspects. Vous voulez dire que la neutralité de l'algorithmique, elle est contrariée par ce qu'elle permet? Et donc ce qu'elle éveille chez celui qui s'en sert? C'est-à-dire, si on dit, non, pour un marteau, chaque objet est un clou, alors évidemment, justement, si vous êtes un marteau, si vous êtes un algorithme, vous allez vouloir transformer tout en chiffres. Et si vous partez du présupposé que tout est chiffrable et que tout peut être traduit, vous laissez nécessairement de côté d'autres aspects de l'expérience humaine qui ne sont pas nécessairement chiffrables. Arthur Messot est analyste juridique et politique de l'association La Quadrature du Net. On a des algorithmes qui ont pour but de dresser des profils psychologiques de comportement de la population. Et c'est tout le débat qu'on va retrouver autour de la publicité ciblée, par exemple. Et là, on retrouve un déséquilibre très important provoqué par l'informatique entre, d'un côté, la population, qui n'a pas accès à des ordinateurs très puissants, et de l'autre, des marchands qui ont des grandes machines, qui ont des ingénieurs très bons pour analyser nos comportements. Et au final, on va avoir un déséquilibre d'informations. Des personnes qui veulent nous vendre des produits ou changer nos comportements vont avoir énormément d'informations sur nous. On ne sera pas lesquelles, et parfois des informations qu'on n'a pas sur nous-mêmes. Par exemple, des informations, ou en tout cas des indices psychologiques qui vont pouvoir leur permettre de nous manipuler, de nous avoir dans nos failles psychologiques, des failles qu'on ignore. Et tout ce dont se vante Facebook, par exemple, c'est de pouvoir nous rendre heureux, de pouvoir nous rendre malheureux, en changeant tout simplement les images qui apparaissent sur le site. Et ça a des fins de manipulation commerciale, des fins de manipulation publicitaire. Et ils sont assez fiers de ça, parce que c'est le produit qu'ils vendent, c'est de vendre du temps de cerveau qualifié, mis en contexte à leurs annonceurs. On ne peut, en un sens, qu'adhérer au diagnostic qui est le sien ici, Giuliano. Ah, tout à fait, mais ça c'est justement, là ça devient la question de qui écrit l'algorithme, et c'est vrai qu'il y a un déséquilibre foncier, surtout... Entre les GAFA, comme on dit, en plus, avec une contradiction patente, c'est-à-dire qu'on a tendance à nous imposer à tous un régime de transparence absolue, alors qu'il n'y a aucun secret
plus et mieux gardés, que ceux des l'algorithme de outils en Google, question. Donc il y a vraiment effectivement un déséquilibre Mais total. question à tous les deux et vous, Aurélie. Est-ce que, en somme, l'illusion n'est pas de croire que quand Facebook prédit notre comportement, c'est ce qu'on a fait avant, en somme, ce qu'il saisit de nous, c'est pas grand-chose. Est-ce qu'on peut résister comme ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut résister en disant « J'en ai rien à foutre que Facebook sache ce que j'ai acheté et se doute de ce que je vais acheter. Ça m'empêche pas d'acheter autre chose. Et au fond, ce qu'il sait de moi, c'est mon privé, mais l'intime, il n'y a pas accès. » Je pense que ce qui est intéressant, c'est que moi je défends par exemple l'idée de légiférer, de réguler en tout cas les pratiques et pas les algorithmes eux-mêmes. Pourquoi? Parce que réguler un algorithme n'a pas de sens. Parce que Oui, ça on voudrait va dire pas pouvoir réguler un théorème auditer. non plus, oui. Et puis ça voudrait dire pouvoir auditer un algorithme, ce qui est impossible dans le cas des algorithmes apprenants qui sont complètement définis implicitement. Cela étant dit, dans ce que vous dites sur cet aspect de résistance, pour arriver à faire ça, pour que chacun ait conscience et puisse avoir le choix de comment il résiste, il faut qu'ils en comprennent les mécanismes. Bien et c'est sûr. ça qui est important. Alors, bien sûr, mais un grand consommateur, par exemple, en ligne de sites pornographiques, peut être également, parfois il l'est, un grand acheteur de produits bibliques sur Amazon. On peut imaginer qu'il trouve là-dedans une forme de compromis avec lui-même. Bref, cette bizarrerie de la nature humaine peut-elle être appréhendée par l'algorithmique? Alors que nous, experts en nature humaine, si j'ose dire, c'est-à-dire humains, tout simplement, sommes familiers de ce genre de bizarrerie. Est-ce qu'un algorithme est capable de saisir ça? Est-ce que c'est pas l'homme qui est un casse-tête pour la machine plus que l'inverse? Voilà, c'est ça que je veux dire. Absolument, parce qu'en fait, l'algorithme, ce qu'il va faire, vous mettez le point sur deux difficultés dans l'algorithmique. La première, c'est justement de différencier corrélation et causalité. Ouais. C'est-à-dire que la personne qui est consommateur de sites pornographiques et qui va en plus consommer donc des paragraphes de la Bible n'a pas forcément de causalité, c'est juste une corrélation, premièrement. Et ça, l'algorithme ne peut pas forcément le voir, d'autant plus quand il est implicite, c'est-à-dire qu'il ne définit pas explicitement la relation. Et puis le deuxième point, c'est la représentativité statistique. C'est que même si vous avez une large majorité de gens qui ont justement ce lien entre la Bible et les sites pornographiques, cela ne veut pas dire que les gens, il y a toujours des Qui queues de vont sur les sites gaussiennes, porno vont acheter voilà, la Bible. Voilà, c'est ça. ou qui ne le font pas. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à corrélation-causalité, et il faut faire attention à ne pas transformer... Systématiser les comportements. Voilà, ne pas transformer une représentativité statistique en une condition systématique. Et c'est là où l'humain a un Ben, rôle important. c'est ça que j'allais dire. ce Est-ce sont des que maths. la meilleure façon de résister, Julien, pour en revenir même à la question politique, est-ce que la meilleure façon de résister au phagocytage algorithmique des esprits ou à l'utilisation de l'algorithmique à des fins de démagogie, de mensonge ou de flatterie, en somme, est-ce que le meilleur adversaire à cela, ça n'est pas tout simplement, vous avez dit la connaissance, la compréhension des mécanismes, ça va avec, mais la liberté de penser et de connaître les mécanismes. En gros, c'est Spinoza qui le laisse entendre. Personne n'est libre, mais enfin, on est quand même plus libre quand on sait qu'on l'est pas que quand on croit qu'on l'est. Si on connaît les mécanismes... Tout à fait. Le grand problème, à mon avis, c'est... Est-ce que l'individu n'est pas le pire ennemi de l'algorithme? Oui, mais sauf quand il est paresseux. C'est-à-dire que l'algorithme a quand même tendance à nous prendre par le côté paresse, hein, parce qu'il simplifie notre vie, il la rend beaucoup plus fluide. Genre, je m'occupe de tous les jours. Et puis, il nous prend du côté plaisir aussi, parce qu'il nous donne des petites récompenses neuronales. D'ailleurs, ça a été étudié de façon quand même assez poussée par les grandes plateformes informatiques. Donc, il flatte bien en nous l'individu. Il faut quand même, si on veut sortir de ça, accepter une dose, je dirais, d'inconfort. Et en politique, je pense que la question du XXe siècle a été quel devait être le rôle de l'État en politique et dans la vie de chacun d'entre nous. La grande question du XXIe siècle, ça va être quel doit être le rôle des algorithmes dans la vie de chacun d'entre nous. L'une des meilleures façons d'échapper à cela, ou en tout cas de réaffirmer une forme de liberté à l'intérieur même de tous ces mécanismes qui prétendent nous déterminer, c'est, et moi je peux le dire, vous non, de lire ces deux choses-là. Vraiment.
Les ingénieurs du chaos de Giuliano da Empoli, ça c'est chez Lattès. De l'autre côté de la machine, ça c'est vous, Aurélie Jean, aux éditions de l'Observatoire. Lisez-les dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez même les lire ensemble. Ça marche très bien. Merci infiniment Merci à à tous vous. les deux. 1, d'avoir écrit ça, 2, d'être venus en parler. Comment retrouver un peu de liberté dans un univers où tous nos gestes font, à notre insu, l'objet d'une captation par les algorithmes, en nous rappelant que la manipulation des consciences n'est pas née avec les algorithmes. Elle s'est juste dotée, grâce à eux, d'outils considérables. Mais aujourd'hui, comme hier, l'humanité reste à la manœuvre et nous ne sommes les pantins des machines que si nous refusons d'en comprendre les mécanismes.